Côte d'Ivoire, les femmes sensibilisées au respect d'une bonne hygiène de vie. C'est une initiative du réseau entrepreneurial des femmes africaines. Enfin, 19 mars 2000, l'opposant Abdoulaye Wade élu 3e président de la République du Sénégal avec 58% des suffrages contre 42 pour le sortant Abdou Diouf. Bienvenue, bonsoir à tous. Que faire après le baccalauréat? De nombreux futurs étudiants, dont ceux des classes terminales du cours secondaire méthodiste de Cocody, se posent cette question. Ces derniers ont participé récemment à une journée carrière. Plusieurs universités publiques, privées et autres grandes écoles les ont orientés. Les explications de Doigt de Laser. Sous ces stands, les élèves du cours secondaire méthodiste de Cocody ont reçu des informations sur les universités et grandes écoles qui pourraient les accueillir après le baccalauréat. Une initiative des dirigeants de la dite école en vue d'aider leurs élèves à mieux opérer le choix des filières universitaires. En terminale, on a remarqué que beaucoup d'élèves, même ayant eu le baccalauréat, certains ne savent même pas ce qu'ils vont faire après le baccalauréat. L'information que nous voulons qu'ils acquièrent, c'est au moins savoir qu'en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'écoles, aussi bien françaises que nationales. Quelles filières peuvent avoir comme filière de choix en matière d'orientation? Et puis comment est-ce qu'ils peuvent, avec les parents, choisir leur filière ou leur carrière future? Une journée carrière bien appréciée par l'ensemble des élèves. Plus tard, je vais être une banquière. Les représentants nous renseignent beaucoup, ils nous situent un peu. On m'a appris des choses sur le droit, comment m'orienter d'abord. Et puis, en fonction des projets que j'ai, quelle filière à laquelle je dois m'orienter. Chaque année scolaire, la journée carrière est organisée par le cours secondaire méthodiste de Cocody. Elle enregistre la participation de plusieurs universités publiques et privées. Un tout autre sujet à présent et on s'interroge encore. Comment faire pour rester en bonne santé? 3 éléments clés y participent selon le réseau entrepreneurial des femmes africaines. Il s'agit de la bonne hygiène alimentaire, corporelle et environnementale. Une caravane de sensibilisation a donc été organisée récemment par le REFA. Objectif, sensibiliser les femmes au respect d'une bonne hygiène de vie. Denrées alimentaires exposées au vent, à la poussière et aux mouches, de la nourriture prête à la consommation, commercialisée dans des conditions d'hygiène sommaires. Ces scènes qui crèvent l'œil dans de nombreux marchés à Abidjan ne semblent déranger personne. Et pourtant, ce mépris manifeste des règles d'hygiène corporelle et environnementale coûte cher aux populations et à l'État, ne serait-ce qu'en termes de prise en charge des maladies liées à l'insalubrité. C'est en tout cas ce que croient de nombreux observateurs. Observateurs parmi lesquels figure le REFA, réseau entrepreneurial des femmes africaines, qui a décidé de riposter à travers sa caravane de l'hygiène alimentaire, corporelle et environnementale. À travers cette caravane, le REFA se donne 3 mois pour attaquer le mal à la racine. Par notre nutritionniste, nous allons leur inculquer des notions de base à l'hygiène alimentaire. Par exemple, se laver les mains, très importante pour la santé de nos enfants. Dans ce combat pour plus d'hygiène alimentaire, corporelle et environnementale, le réseau entrepreneurial des femmes africaines bénéficie du soutien de la mairie de la commune d'Atekoubé. Nous avons besoin que les femmes se prennent en charge. Et l'autonomisation des femmes passe d'abord par la maîtrise de leur environnement. Et nous avons saisi l'opportunité du réseau entrepreneurial des femmes africaines pour lancer et approfondir cette volonté que nous avons de faire en sorte que les femmes améliorent l'environnement de l'école, améliorent l'environnement des marchés, améliorent l'environnement tout court de nos cités. Les problèmes de salubrité et d'hygiène sont bien connus de la municipalité d'Atekoubé. Pour elle, il faut poursuivre la sensibilisation. Nous sommes traditionnellement propres au village, dans nos quartiers. Mais quand nous arrivons en ville, nous nous laissons aller à des actes d'incivisme incontrôlés. Grâce à ces genres de rencontres, petit à petit, nous allons remettre dans l'esprit de nos concitoyens que le civisme passe aussi par le respect de l'environnement, le respect de la propriété. Officiellement lancée ce jeudi, cette caravane initiée par le REFA va sillonner la Côte d'Ivoire durant 3 mois dans sa croisade contre
l'absence d'hygiène alimentaire, corporelle et environnementale. Un reportage de Dangui Dangui. Le gouvernement ivoirien, particulièrement déterminé à éradiquer la lèpre dans le pays d'ici à 2019, annonce faite hier par la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Raymond Goudou Kofi, lors de la célébration officielle de la 65e journée mondiale des lépreux. C'était à Toumoudi, dans la région centre du pays. Le point avec Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Un moment arrivé, j'ai vu les taches sur ma peau. Au bout de 6 mois, j'ai vu que les taches qui sont sur ma peau sont en train de disparaître. Si un an après, 12 mois, je n'ai jamais vu ces peaux-là. Ces peaux sont disparues, sont parties complètement. J'ai voulu même continuer les médicaments, le traitement. Il m'a dit, monsieur Sio, tu es guéri comme ça, c'est fini. Et depuis ce jour, jusqu'à présent, je n'ai plus senti ces taches sur ma peau. Et vous le voyez, après-moi, je suis bien portant. En 2017, la Côte d'Ivoire a enregistré 773 nouveaux cas de lèpre contre 893 en 2016. Après tant d'années de lutte, il serait temps de passer à autre chose. Nous avons réussi à sortir la Côte d'Ivoire de la polio, vous le savez. Nous avons sorti la Côte d'Ivoire du tétanos mère-enfant. Tout ceci depuis l'avènement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, à la tête de ce pays. Et je vous dis, ici, à Toumoudi, que nous allons continuer pour qu'en 2019, on n'enregistre aucun cas de lèpre. La Côte d'Ivoire a le soutien des partenaires techniques et financiers. Raoul Folero, le vagabond de la charité, le disait « Nul n'a le droit d'être heureux tout seul ». À Toumoudi, les malades de la lèpre ont bénéficié de plus de 2 millions de francs CFA de dons en vivres et non-vivres ainsi qu'en numéraire. Les meilleurs acteurs de la lutte contre la lèpre ont quant à eux été honorés par Dr Raymond Goudou Kofi. L'Église catholique inquiète en République démocratique du Congo. Le comité laïque de coordination proche de l'épiscopat appelle les Nations unies à renforcer leur rôle de protection des civils dans le cadre des élections présidentielles, législatives et provinciales du 23 décembre prochain. Le CLC souhaite également la libération des prisonniers politiques et l'abandon des poursuites judiciaires contre les opposants. La région portuaire du Cap en Afrique du Sud frappée par la sécheresse en raison du phénomène climatique El Niño. Les activités économiques sont également en péril. Le Cap traverse une sécheresse exceptionnelle depuis 3 ans, la pire depuis un siècle. L'état de catastrophe naturelle a été déclaré et les habitants contraints à ne pas utiliser plus de 50 litres d'eau par jour et par personne. La région, célèbre pour ses vignes, a vu sa production de vin chuter de près de 20% en 12 mois. Eh bien, pour commencer, les raisins sont plus petits parce qu'ils contiennent moins d'eau. Certes, cela améliore la qualité dans une certaine mesure, mais ce n'est pas très durable de cultiver comme ça, parce que plus les raisins sont petits et moins votre rendement est élevé. On a donc une récolte plus petite et évidemment, quand on a une récolte plus petite, on a moins de vin à vendre. Le vin draine également son flot de touristes étrangers et avec lui ses 300 000 emplois induits. Alors mieux vaut s'adapter et cela peut aller jusqu'à un changement profond dans la culture du raisin. Nous cherchons évidemment à obtenir des cépages de raisin capables de supporter la chaleur et la sécheresse. Les cépages espagnols sont très populaires, ainsi que les cépages italiens qui ne nécessitent pas autant d'eau. Je pense donc qu'il y aura un changement général, mais c'est très difficile parce que le marché ne connaît pas ou ne reconnaît pas vraiment ces vins. Les producteurs de fruits n'en sont pas moins inquiets. En 2016, la région fournissait à elle seule 20% du vin et 16% des jus de fruits consommés sur le continent africain. Dans une situation comme celle-ci, il est également très important de réduire les coûts. Parce que vous ne savez pas ce que l'année prochaine vous réserve. Donc il y aura un impact négatif sur l'utilisation de la main-d'œuvre. La menace d'une fermeture totale des robinets dans la région du Cap semble avoir été reportée à 2019. Mais contrairement aux particuliers, les professionnels avaient été jusqu'à présent épargnés par les limitations d'eau. La question que tout le monde se pose est jusqu'à quand ?
En France, des mesures contre le racisme et l'antisémitisme sur Internet. La loi va en effet être modifiée et renforcée pour prévenir et mettre fin à ces deux fléaux, annonce faite par le Premier ministre Édouard Philippe. Alors, quelles institutions seront donc chargées de cette mission? Écoutons les explications de Édouard Philippe, chef du gouvernement français. On ne me fera jamais croire, mesdames et messieurs, que les réseaux sociaux seraient des espaces hors sol. Pour moi, tout ce qui est publié et diffusé en France est publié et diffusé en France et doit donc répondre aux lois de la République. On ne comprendrait pas pourquoi il serait interdit pour les médias traditionnels, et fort heureusement d'ailleurs, de laisser se propager des discours de haine et que les grandes plateformes de l'Internet échapperaient à cette contrainte. Je crois qu'il est temps que l'islamisme, la radicalisation et l'antisionisme fassent partie aussi des combats que doit mener notre pays, en même temps et dans le cadre aussi de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Le Zimbabwe s'engage aussi dans une lutte. Le pays veut mettre fin aux préjugés et autres violences visant les populations albinos. Le tout premier concours Miss Albinos s'est donc déroulé récemment à Harare, la capitale. Des nouvelles sportives à présent. Le catch reprend vie en France. Des combats en public sont organisés à Nanterre, dans le centre-nord du pays. Enfin, 19 mars 2000, le Sénégal accueille son nouveau président. L'opposant Abdoulaye Wade accède au pouvoir après une élection présidentielle à 2 tours avec un score de 58% des voix contre 42% pour son rival, le président sortant Abdou Diouf. Les détails avec Ami Koulibaly. Abdoulaye Wade, le principal opposant à Diouf, réalise son meilleur score en 1993 avec 32%. Ministre d'État à quelques reprises au cours des années 1990, Wade, qui est également arrêté à quelques reprises pour désordre public et menace à la sécurité de l'État, est de nouveau sur les rangs en 2000. Il n'obtient que 31% au premier tour le 27 février contre 41,3% pour Abdou Diouf. Faisant campagne sous le thème Sopi, un mot wolof signifiant changement, il réussit toutefois à réunir l'opposition autour de lui en prévision du deuxième tour le 19 mars. Il obtient notamment l'appui du troisième candidat dans la course, Moustapha Niasse, de l'Alliance des forces de progrès, avec plus de 16% qu'il s'engage à nommer Premier ministre en cas de victoire. Minés par des divisions internes, les socialistes n'arrivent pas à trouver un thème mobilisateur. L'élan de Wade est tel que Diouf perd des voix entre les deux tours, alors que lui en gagne environ 450 000, ce qui lui permet de l'emporter avec plus de 58% contre plus de 41%. À son opposant, Wade est donc élu président du Sénégal le 19 mars 2000. La crainte de tension, voire de violence, est apaisée par le président sortant qui concède la victoire pavant la voie à une transition pacifique. Cette alternance à la présidence après 40 ans de règne socialiste marque un tournant historique au Sénégal. Formé en droit et en économie, le nouveau chef d'État âgé de 74 ans doit cependant composer avec une majorité socialiste à l'Assemblée nationale. La coalition Sopi, dont son PDS est la principale formation, remportera cependant une forte majorité aux législatives suivantes le 29 avril 2001. Maître Wade et ses alliés politiques avaient jusqu'au bout accusé le président sortant de vouloir tricher. Il n'en a rien été malgré quelques incidents. Comme au premier tour, les reporters des radios privées armés de téléphones portables ont donné les résultats de chaque bureau dès la fermeture. La transparence assurée, le résultat a logiquement condamné un président au pouvoir depuis près de 20 ans à la tête d'un parti socialiste devenu une machine à prébande clientéliste. Les électeurs ont donné une victoire nette au challenger, un scrutin qui va avoir d'énormes répercussions dans plusieurs pays d'Afrique francophone. C'est la première alternance normale des anciennes colonies françaises, le Sénégal n'ayant connu ni conférence nationale ni coup d'État. Abdou Diouf a été battu non seulement à Dakar, traditionnellement opposante, mais aussi dans la plupart des fiefs du PS. La victoire d'Abdoulaye Wade a été rendue possible grâce à une prise de conscience des électeurs qui se sont inscrits en masse, surtout les jeunes qui pouvaient cette fois voter à 18 ans au lieu de 21. Ces nouveaux électeurs ont été séduits par l'union de l'opposition et le ralliement de 5 candidats du premier tour. Très bonne soirée à tous sur RTI2.